Merci de vous installer. On va reprendre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voici venus donc pour nos invités, représentants des pouvoirs publics et représentants des associations, le temps de rebondir sur les propos de Monsieur Noguès et de débattre ensemble sur ce sujet de fond que constituent les changements d'échelle, la réorganisation des associations, est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas, selon quels critères, en vertu de quoi, comment s'associer à cette réflexion. Donc, pour en parler, c'est un débat exigeant que vous propose l'URIOPS. J'espère que vous le voyez. Il compte évidemment sur toute votre collaboration pour faire avancer cette intelligence collective, c'est le moment peut-être de le dire, sur ce problème de fond, et qui nécessite donc de prendre de la hauteur sur ces sujets complexes. Regroupement, transformation de l'offre, je l'ai dit, société inclusive, comment répondre au mieux aux besoins des personnes. Alors pour en parler, donc, nous recevons des représentants des pouvoirs publics et des responsables associatifs. Donc Madame Dominique Gauthier, qui est directrice adjointe de l'offre médico-sociale à l'ARS PACA. La directrice, pardon, excusez-moi. Monsieur Jean-Paul Faure, qui est directeur de l'autonomie du conseil départemental 83. Rien à ajouter. Monsieur Didier Mamis, qui est directeur départemental délégué des DGSCS Cohésion sociale, donc jeunesse et sport et cohésion sociale. Madame Sophie Doster, directeur. Alors on dit directeur. Directrice, on peut dire. Hein, ah bon, je préfère. Directrice générale du groupe Saint-Joseph. Monsieur Lionel Bourdelli, qui est directeur général de l'association La Bourguette et cofondateur du GCSMS Regard commun, qui regroupe La Bourguette, l'ARI et l'hôpital de Montfavet, dont il nous parlera en détail. Et Madame Hélène Blanc, qui est directrice et chargée du projet modélisation de l'approche réduction des risques alcool de l'association Santé. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Madame Gauthier, donc directrice, je répète, de l'offre médico-sociale de l'ARS. Après l'intervention de Monsieur Noguès, quelle est votre réaction à ce qu'il vient d'apporter ici? Quelle est votre vision à l'ARS de ce changement d'échelle, de cette transformation proposée? Alors déjà, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié l'exposé qu'a fait M. Noguès, enfin la présentation en format macro de l'évolution effectivement du secteur associatif, le lien avec le secteur privé. Le président de l'URIOP, M. Baratier, avait fait allusion dans son propos liminaire la récente émission sur le privé lucratif qu'on voyait sous un côté le plus mauvais, son côté le plus mauvais en tout cas. Voilà, donc j'ai trouvé que c'est très intéressant de resituer l'ensemble des possibles en matière d'offres sur le champ de la solidarité. En sachant que oui, moi je me retrouve complètement dans ce que vous dites, et il y a certaines des choses que vous avez dites que j'avais aussi préparées, c'est-à-dire que on a un secteur qui est vaste, le secteur associatif est vaste, et je vais redescendre un peu donc sur la région PACA et sur la compétence qui est la mienne au sein de l'agence, c'est le champ du handicap et de l'autonomie. Aujourd'hui en PACA, on a environ 300 associations qui œuvrent sur ce secteur, personnes âgées, personnes handicapées, et pour près de 900 établissements et services. Alors, on a l'habitude de le dire, vous l'avez déjà entendu, on a pu l'écrire dans les précédents schémas, c'est une offre morcelée. Mais on l'a vu, ça, on a quelque chose, une offre morcelée qui, pour autant, on pourrait considérer qu'elle apporte un maillage qui est intéressant. Ça, c'est la première chose. Sur le champ des personnes âgées, l'offre associative, c'est environ 25% de ce qui existe en PACA. Quand on passe sur le champ des personnes handicapées, on est environ à 84%. Donc voilà, le champ du handicap, c'est, et vous l'avez rappelé, Monsieur Noguès, c'est vraiment les familles qui se sont mobilisées. Pourquoi on en est arrivé là? C'est vraiment une volonté, parce qu'il y avait un besoin. Donc il y a une histoire, vous voulez dire, dans ces associations. Il y a une vraie histoire. Quand on rencontre ces associations, elles ont un projet
d'établissement, elles ont aussi un projet associatif. On voit bien que ce sont deux choses différentes et c'est pas déconnecté l'un de l'autre, bien évidemment. Donc il y a le respect de ce projet associatif et des valeurs qui ont prévalu à la création à un moment donné de ces associations. Et quand je disais que l'offre elle est morcelée, elle est aussi elle n'est pas homogène. C'est-à-dire que dans les près de 300 associations, si je reprends le champ du handicap, on a des associations mono-établissements, un seul établissement. La plus petite dotation que l'on verse à une association, c'est 106 000 euros. 106 000 euros. Et on a une association qui est proche de 40 établissements. Et là, on est à 57 millions d'euros. Donc, vous voyez, le delta est quand même énorme. Voilà. Donc, le constat, voilà, je l'incarne un petit peu par quelques chiffres régionaux, mais c'est exactement ce que disait M. Noguès dans son exposé. Alors, la vision de l'ARS, vous m'avez demandé de dire comment l'ARS voit ce changement d'échelle. Alors, je dois déjà annoncer que le projet régional de santé 2 sera publié la semaine prochaine. Et voilà, on retrouve vraiment en fil rouge ce que vous évoquiez, la société inclusive, la réponse accompagnée pour tous, l'évolution de l'offre, la transformation de l'offre. Et tout ça, ce sont nos fils rouges, nos enjeux. Et on a besoin d'avoir les partenaires, notamment le tissu associatif, sur le champ du handicap en particulier, qui répondent présents. Ça veut dire que tout est encore à construire. Ce n'est pas des injonctions qui sont données dans ce domaine. Alors l'injonction, elle existe. L'injonction, elle existe d'aller vers ces objectifs-là. Ce sont des injonctions collectives qui nous sont faites, de faire que les personnes elles soient plus dans la société et moins dans les établissements, puisque c'est souvent leur souhait. C'est valable aussi pour la personne âgée, qui souhaite plus rester à son domicile que d'aller en EHPAD. Enfin voilà, donc ça, l'injonction, elle est sociétale presque, d'aller vers cela. Et puis nous, derrière, donc voilà, vous avez dit les tutelles, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, ou régulateurs de l'offre, on est aussi là pour faire en sorte que tout cela se mette en musique pour aller vers ces objectifs communs. Et on a débuté des choses, on part pas de zéro, et des choses ont commencé à se faire. Et on a aujourd'hui, alors il y a des évolutions réglementaires, on a la généralisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les CEPOM. On a le passage, on va passer d'un budget classique à un EPRD, comme pour les hôpitaux. Et là où, dans le contexte, c'est de dire que nos petites associations, l'association mono-établissement un peu isolée, passer ces étapes-là réglementaires, ce sera très difficile. Donc, un des enjeux, c'est aussi ça, c'est de mettre en capacité ces associations de répondre à ces enjeux réglementaires. Ça veut dire que ce n'est pas de les faire disparaître, si je comprends bien, mais de les aider à quand même continuer à exister et pouvoir répondre à ces appels d'offres. Alors, le constat, oui, moi je rencontre fréquemment des gestionnaires qui me disent c'est difficile, voilà, il faut qu'on se rapproche. On ne parle pas forcément de fusion, on se rapproche, il faut qu'on travaille ensemble, il y a la notion de réseau, il y a aussi l'isolement d'une association sur un niveau géographique. C'est pas forcément se faire absorber par une autre association, c'est au moins être en réseau pour que là où je suis géographiquement, je puisse répondre. Alors non, la volonté de l'ARS n'est pas de réduire, il n'y a pas un objectif de réduction de X% des établissements et des associations, c'est absolument pas ça, sauf qu'on est sur des impératifs, je dirais, d'organisation qui vont nous amener, mais je crois que le constat, il est partagé. Monsieur Noguès disait tout à l'heure qu'il fallait, c'était un pilotage, un partenariat, c'était délicat, mais que voilà, il fallait travailler ensemble. Oui, bien sûr, donc c'est exactement comme ça qu'on travaille. Et nous, on n'est pas à la manœuvre à inciter forcément ces regroupements, mais quand une association vient nous voir en disant, voilà, on pense ça, on va faciliter les choses. Ça, c'est une chose. Mais les modalités de rapprochement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils doivent être trouvés par les partenaires eux-mêmes. Alors, les enjeux, c'est la meilleure efficience, mais moi, je ne l'entends pas ici forcément comme l'efficience économique, financière, mais comme l'efficience de prise en charge. Moi, mon dada, il est plutôt là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des enveloppes, elles sont à périmètre constant. On a la chance, ce n'est pas le cas de tous les ministères ou de toutes les structures, notamment sur le social. On a des budgets qui sont maintenus au niveau du médico-social, même s'ils n'évoluent pas ou peu. Il faut faire avec les moyens que nous avons. Donc forcément, il faut trouver les capacités en interne de déployer nos moyens, les moyens, donc, et pour la meilleure prise en charge.
Et ce que je trouve intéressant dans les regroupements, c'est justement cette notion de faciliter le parcours. À partir du moment où on a dans notre escarcelle à peu près toutes les modalités de prise en charge, le parcours devient plus facile. On peut avoir des pôles d'expertise, on peut être pôle ressources. Pour les professionnels, là aussi, on a un terrain d'activité qui est plus vaste, qui permet aussi des promotions professionnelles. Donc c'est vraiment cela qu'il faut rechercher en termes de qualité. Et comme les associations le savent, on va passer, l'ANESM a fusionné elle aussi avec la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et donc ça veut dire qu'on ne sera plus sur le même type d'évaluation, on va vraiment être sur de l'audit pratiquement, sur le médico-social, les structures sociales, médico-sociales. Là, il y a un changement majeur aussi. Donc il faut se mettre en capacité de réussir ce format aussi d'évaluation qui va changer. Ça dépend ce qui sera évalué. Enfin, moi, de ma place de profane. Oui. Alors, ce qui est évalué, mais on est beaucoup sur, l'ANESM, c'est la recommandation des bonnes pratiques. La HAS, c'est la Haute Autorité en Santé, mais elle regarde vraiment la prise en charge, donc on est vraiment là-dessus. Donc on a déjà des choses qui se font, les partenaires travaillent ensemble. Il y aura l'exemple du GCSMS que nous avons vraiment porté aussi avec les partenaires. On a des choses, les associations ont compris que c'était intéressant de monter des projets ensemble. Donc nous, on est vraiment à favoriser cela. Moi, je dirais qu'il y a, pratiquement pour terminer, quelques points de vigilance. C'est que, mais ça aussi, M. Nogues l'a dit, c'est que le risque, il serait que les associations veuillent grossir simplement pour grossir. Et avoir un effet, justement, le contre-exemple de ce que je décrivais du parcours, c'est l'effet filière. Et on travaille entre soi, on a tout dans notre périmètre, et on ne sort plus. C'est contre-productif par rapport aux impératifs de société inclusive. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, il ne faut pas dire l'enfant était en IME, il passe là, après je fais faire tout le circuit. Il faut vraiment, ça c'est le risque, avoir de grosses associations qui n'ont plus besoin de travailler avec d'autres partenaires. C'est un risque un peu de se scléroser, de ne plus voir ce qui se passe à côté. Moi je crois que c'est le risque majeur. Et puis, donc, je le disais tout à l'heure, pas de moyens supplémentaires. Donc, les grosses associations ont des moyens. La charge est moins importante quand vous avez plus de services. Voilà, vous avez des économies d'échelle et vous devez utiliser, les associations doivent utiliser et devront utiliser. Et là aussi, nous serons, pas dans l'injonction, mais quand même on va inciter fortement à utiliser les moyens issus de ces économies pour développer de l'offre supplémentaire qui va dans le sens justement de la société inclusive, de sortir des établissements. Donc voilà, ma conclusion, c'est que le secteur a commencé à changer, à évoluer. Nous, on le voit et je le vois pratiquement au quotidien. C'est une force indéniable, les chiffres le montrent. C'est un atout essentiel donc, de la politique médico-sociale. Les enjeux qui sont devant nous, alors quand je dis devant nous, c'est l'ARS, les conseils départementaux et l'ensemble des acteurs et le champ associatif sont énormes. Donc on a l'évolution, la transformation de l'autre, la stratégie sur l'autisme, on a beaucoup de choses qui se jouent, la société inclusive et les attentes des personnes sont fortes. Donc je crois qu'il faut qu'on s'appuie, il faut qu'on ait des collectifs en capacité de mettre en œuvre ensemble les évolutions qui sont attendues. Et voilà, donc c'est vraiment l'encouragement qu'on a démarré, il faut continuer, donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est déjà sur une pente très positive. Très bien, Mme Gauthier, mais vous n'avez pas fini, on vous ressollicitera. Oui, enfin je veux dire, vous avez fini là, mais on vous ressollicitera certainement dans le débat. Mais vous avez parlé justement des conseils départementaux. Donc vous êtes au conseil départemental 83. Quelle est votre vision, vous, justement, de ces transformations? Alors déjà, attendues? Un petit rappel sur le paysage dans le département du Var. Sur le secteur du handicap, c'est 23 gestionnaires pour 73 établissements. Et sur le secteur des personnes âgées, c'est environ une quarantaine de gestionnaires pour près de 170 établissements. Le constat que l'on peut faire, c'est celui que vient de faire Mme Gauthier. C'est un paysage très hétérogène sur les associations. Et les mouvements de restructuration associative que nous avons accompagnés ces derniers mois ou ces dernières années, il était souvent dû à des associations qui sont vieillissantes dans notre secteur. Et M. Nogues le précisait tout à l'heure quand il citait le cas de parents
qui font des associations, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais qui restent de petite taille, et qui vieillissent, et qui ont énormément de mal à se professionnaliser. Et on sait quelle est la nécessité du secteur de se professionnaliser. Et ces associations-là de petite taille sont enclines, bien sûr, à se rapprocher d'autres associations. Donc ça, c'est vraiment un mouvement que l'on constate sur le terrain. C'est ça, que l'on constate de manière très, très fréquente. Donc ce problème de professionnalisation, mais également des associations, et Mme Gauthier le citait également, qui sont monostructures, qui n'ont qu'une seule structure. Et on sait que dans notre secteur également, il y a des établissements qui n'ont pas la taille critique. Et ce rapprochement-là permet justement, à travers des reconstructions, des restructurations, d'avoir des établissements qui deviennent à la taille critique. Ça veut dire quoi la taille critique? Alors c'est par exemple le nombre de lits pour les EHPAD notamment. Et ça devienne rentable, c'est ça que je comprends? Tout à fait. En fait, en regroupement d'associations, il peut y avoir des reconstructions d'établissements qui ne sont pas possibles avec une petite association. Donc ce mouvement-là, on l'accompagne, mais on n'est pas incitatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas volontariste. Par contre, lorsqu'il se passe et qu'il se produit, là oui, on l'accompagne. Et on l'accompagne de manière coordonnée avec la délégation départementale de l'ARS. Et lorsque des associations nous approchent parce qu'elles ont ce souhait de se rapprocher, nous, souvent, ce que l'on analyse avec l'ARS sur le département, c'est d'abord, est-ce que c'est partagé par les deux associations, cette volonté de regroupement? Parce qu'il faut se méfier des associations qui ont la volonté d'absorber une autre, alors que l'autre n'a pas forcément cette volonté-là. Donc d'abord, est-ce que c'est partagé? Deuxièmement, est-ce que c'est un intérêt pour le public d'avoir ce regroupement-là? Et troisièmement, ça c'est l'angle très administratif et très collectivité territoriale, est-ce que ça n'a pas un surcoût sur l'après de la fusion? Donc souvent, on mesure cet accompagnement de la démarche à travers cette aune-là. D'accord. Vous avez autre chose à rajouter? Oui. Alors simplement aussi pour vous dire que ce regroupement-là des associations favorise ce que l'on connaît dans le secteur sur la démarche accompagnée pour tous et sur le parcours de vie des personnes. Et ça le favorise, notamment parce que sur le département du Var, il y a des associations pour personnes handicapées qui reprennent des établissements pour personnes âgées. Et ça, c'est favorable sur le parcours de vie d'une personne handicapée vieillissante. Également, lorsque des fusions sont issues d'associations qui sont très différentes, notamment sur le handicap, avec des accompagnements de types de handicap différents. Et ça aussi, ça favorise aussi le parcours de vie d'une personne, et également lorsqu'il y a des fusions d'associations qui permettent à des associations de gérer des établissements, notamment qui relèvent qui ont un secteur soins développé, notamment comme les maisons d'accueil spécialisées. Et là aussi, ça favorise le parcours de vie d'une personne qui peut passer d'établissements d'handicap de types différents. Ce que j'entends en tout cas, c'est que c'est toujours la qualité de vie de la personne, l'accompagnement de la personne qui prime sur le reste. Toujours, c'est une nécessité pour les associations, mais c'est également la nécessité qui est partagée par l'ARS et par le département, bien sûr, tout à fait. D'accord. Monsieur Mamis, donc vous êtes directeur départemental délégué donc, de Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale, la direction départementale. Comment vous aussi vous envisagez quelle est votre vision de cette transformation et qu'est-ce que vous mettez en place si ça se fait déjà? D'abord, peut-être un mot sur le périmètre de cette direction départementale. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse précisément, mais donc service de l'État dont le cœur de mission, le cœur de métier se situe dans le champ de l'hébergement, du logement, l'accueil des migrants également. Et puis un autre domaine aussi cœur de métier qui est celui de la politique de la ville et de la jeunesse et des sports et de la vie associative. On a aussi un regard un peu généraliste, on va dire, sur les associations et la situation de ces associations, leur développement dans le département. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce besoin de transformation, ce besoin d'évolution, d'adaptabilité en continu ne touche pas que le secteur associatif. C'est une évidence, mais je pense qu'il est important quand même de le rappeler. Alors, il touche bien entendu le monde de l'entreprise, ça c'est un peu la vocation aussi, de s'adapter au marché, etc., au contexte. Ça touche aussi le secteur public. Je voudrais rappeler quand même que les services de l'État, les collectivités territoriales ont vécu des transformations, des adaptations en continu ces dernières années. Le cas de la direction de la cohésion sociale en est un exemple. On a pu regrouper un certain nombre de missions en essayant de chercher un peu un fil conducteur, une meilleure logique d'intervention, une meilleure efficacité.
Sur les collectivités territoriales, on est en plein dans une actualité brûlante, je dirais, où des questions de regroupement, d'organisation sont posées. Donc, je ne suis pas sûr que ça va consoler l'auditoire, mais voilà, les associations, est-ce que ça va consoler les personnes qui sont ici? L'exigence d'adaptation, de transformation, elle s'applique à tous. Après, un mot quand même du contexte. C'est vrai qu'on travaille dans un contexte pour des objectifs, pour voilà, l'amélioration, la diminution de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des personnes qui sont les plus en difficulté dans ce secteur social. Et donc, on travaille pas hors sol, on travaille dans un contexte, on travaille avec des demandes de la population qui évoluent eux-mêmes, et qui évoluent fortement, malheureusement, avec quand même un appauvrissement important, notamment dans la ville de Marseille et dans ce département des Bouches-du-Rhône, mais au-delà, hein, au niveau régional, bien entendu. Donc on a un changement, on a des changements donc, pour lesquels on a une exigence d'adaptation aussi. La question de la pression migratoire aussi est une question importante qui impacte beaucoup hein, nos établissements et les associations donc, qui interviennent dans ce secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion par le logement. Et puis il y a un élément de contexte aussi budgétaire. Même si c'est pas forcément le plus intéressant à rappeler, mais on a quand même un contexte budgétaire qui est quand même très difficile et sur lequel on doit justifier les uns comme les autres, et nous y compris, du bon usage qui est fait de l'argent public. Et donc pour cela, bien entendu, on a une exigence collective de nous adapter et d'être efficients. Alors sur la relation aux associations, si vous voulez, dans notre secteur, elle est déjà basée sur un certain nombre de principes. Principe de dialogue, principe de compréhension aussi des contraintes et des exigences qui s'appliquent au monde associatif. L'association voilà, est dans sa démarche volontariste, elle a son projet. Et donc, si vous voulez, cette discussion avec le réseau associatif se fait dans le respect des contraintes des uns et des autres. Et c'est que par un dialogue soutenu, régulier, que l'on peut avancer collectivement. On a aussi un contexte, bien entendu, et des enjeux de politique publique. On ne travaille pas hors sol, bien entendu, surtout au niveau des services de l'État, bien entendu. On a un gouvernement, on a des politiques publiques qui s'appliquent, on a des plans gouvernementaux. Récemment, les annonces du plan pauvreté, je dirai un mot tout à l'heure, rapidement, je vous rassure, sur le plan logement d'abord, qui nous impacte particulièrement. Donc on a ce cadre donc, de politique publique qui nous guide finalement dans les réponses que l'on doit apporter donc, dans les territoires. Sur l'organisation des associations elles-mêmes, nous n'avons aucun modèle à promouvoir, pas de modèle unique. Au contraire, on est très conscient de la richesse que constitue une diversité, une palette d'acteurs associatifs qui interviennent d'ailleurs jamais sur un champ parfaitement identique, parce que voilà, il y a des tailles différentes, il y a des territoires différents, des publics qui sont accueillis qui sont différents, et donc on n'a pas de modèle unique. On s'appuie sur les ressources qui sont en face de nous, sur ce qui nous est proposé finalement, puisqu'on est dans un phénomène en fait, de rencontre entre des objectifs de politique publique et puis des associations qui, elles, veulent œuvrer sur le territoire. Alors, même s'il n'y a pas de modèle unique, bien entendu, encore une fois, il y a une exigence d'adaptabilité et on compte aussi sur les associations pour innover. Ça, c'est un domaine qui est particulièrement crucial pour nous parce que ce sont les associations qui sont au contact des réalités, des publics, en grande proximité. Et donc c'est de là que vient et que peut venir donc les idées qui nous sont ensuite soumises, bien entendu souvent, et interpellées même pour nous dire, ben voilà, vous n'agissez pas suffisamment dans tel ou tel secteur pour tel ou tel type de problématique. Et c'est vrai, comme le disait l'intervenant tout à l'heure, on intervient toujours un peu avec un temps de retard, les pouvoirs publics, parce que tout ça, bien entendu, doit s'intégrer dans le cadre de politique et ensuite, bien entendu, d'actions qui puissent être financées. Un point important aussi, je pense, dans la relation que l'on a avec les associations, qui est leur demande peut-être totalement légitime de lisibilité. Ils ont besoin d'avoir des perspectives, d'engager leurs projets sur du moyen long terme. Et c'est toujours très compliqué de notre côté, même si c'est une exigence aussi pour nous, eh bien, voilà, de tracer des lignes
pour plusieurs années, etc., et d'accompagner ainsi le développement dans le bon sens, je dirais, dans le sens en tout cas qui pourra faire l'objet de soutien donc, des pouvoirs publics. Mais comme par définition, on a des politiques aussi qui, elles, évoluent au fil du temps, même si, bien entendu, il y a une cohérence dans tout ça, et il y a une poursuite. Voilà, on essaye de trouver cet équilibre entre le besoin de lisibilité, qui est essentiel quand on veut se transformer, quand on veut s'adapter. Si on n'a pas de lisibilité, on ne peut pas avancer. Et donc, on incite également, comme ça a été dit par l'ARS, hein, pour les conventions pluriannuelles d'objectifs, etc. Donc tout ça, bien entendu, on essaye de le développer. Vous vouliez dire un mot sur le logement, c'est voilà, ça? un mot sur le logement d'abord. J'y arrivais juste, j'espère ne pas être trop long. Donc sur le logement d'abord, à titre d'exemple, si vous voulez, d'un nouveau cadre qui est posé, plus ou moins nouveau d'ailleurs, et qui finalement doit se traduire par une évolution des associations, de leur organisation et de leurs projets quelque part, parce qu'on a un objectif de politique publique qui est extrêmement fort, qui vise un accès le plus direct possible au logement des personnes en précarité, avec un accompagnement social qui doit s'adapter à chaque situation, pour résumer. Et donc forcément, ça a un impact sur des établissements qui ont une organisation avec un certain nombre de places. Les CHRS, par exemple. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les centres d'hébergement d'urgence, tout le secteur également du logement adapté. Donc qui fait que, voilà, on est dans un cadre, encore une fois, on n'a pas de modèle unique, mais on a un objectif collectif. Et donc, pour tendre vers cet objectif, eh bien, ça ne peut passer que par le dialogue et on compte là aussi, encore une fois, sur les associations pour être innovants et pour être force de proposition, donc pour s'adapter au nouveau Si je comprends contexte. bien, dans les prochaines années, donc l'objectif, c'est de permettre à tous les gens, toutes les personnes en situation de précarité, etc., d'avoir un logement à elles, enfin, et être accompagnés par l'extérieur. Est-ce que je comprends bien ça? Oui, en fait, le principe, c'est en tout cas d'accélérer et d'éviter des étapes successives pour accéder à un logement avec un accompagnement, bien entendu, le plus autonome possible, même si c'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire, bien entendu, tant nous avons une diversité des publics et des situations. Mais en tout cas, voilà, l'important, c'est qu'on puisse avoir des solutions nouvelles qui permettent un accès plus rapide à l'autonomie de ces personnes dans leur logement, dans du diffus, donc qui évite, si vous voulez, d'avoir des temps de présence dans des établissements d'hébergement collectif qui finalement, on voit qu'on n'arrive pas finalement suffisamment à aboutir de manière rapide à des solutions pour ces personnes. Donc, vous avez déjà commencé à discuter avec les associations, qui gèrent ces problèmes de logement et d'accueil? Bien sûr, nous avons un dialogue constant. Nous avons ce que l'on appelle une veille sociale départementale, donc qui est un temps de réunion et de rencontre avec les acteurs, hein, finalement, du secteur de l'hébergement dans le département. Et puis, bien entendu, nous avons un dialogue aussi dans le cadre de la tarification de ces établissements, avec donc, du coup, un impact et une volonté de notre part, hein, d'accompagner les transformations pour tendre vers ces objectifs du logement d'abord, qui est un plan quinquennal, donc, qui aboutira en 2022. 2022, vous dites? D'accord. Sans doute qu'on reviendra sur ce thème. Mais donc, il y a des associations qui ont déjà commencé à travailler sur des regroupements, qui ont déjà, qui n'ont pas attendu finalement des injonctions ou autres pour proposer des regroupements, des changements d'échelle, etc. C'est votre cas, Madame Doster. Vous êtes donc directrice générale du groupe Saint-Joseph. On connaît l'hôpital Saint-Joseph, mais aujourd'hui, vous regroupez beaucoup d'autres établissements, finalement? Oui, alors d'abord, je vais apporter une petite précision. Je n'ai pas voulu vous couper tout à l'heure. Je ne suis absolument pas directrice générale du groupe Saint-Joseph, parce que le groupe Saint-Joseph n'existe pas. Ah, et je vais expliquer ce que je suis en train de dire. En fait, je suis directrice générale de l'association Hôpital Saint-Joseph, qui est l'Hôpital Saint-Joseph. Je fais exprès. Hein. Et directrice générale de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, qui, elle, qui sont les plus anciens, fait une tentative de groupe associatif et de réseaux associatifs œuvrant dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social. Donc je vais un peu expliquer pourquoi, d'abord, nous sommes engagés dans ce projet stratégique au niveau de la Fondation, et où nous en sommes aujourd'hui, et puis peut-être donner un peu les avantages et inconvénients de ce type de solution. Alors d'abord, l'hôpital Saint-Joseph, c'est une très grosse association, puisque c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, enfin de recettes.
C'est 2500 salariés, 400 médecins. C'est un gros établissement de santé que les Marseillais connaissent bien. Et surtout, c'est un hôpital qui a une histoire et qui est promoteur de valeurs. Et je pense que ce qu'on a déjà entendu ce matin est extrêmement important. Le tissu associatif est un tissu qui est extrêmement riche de valeurs et d'histoire. Et que quand on est capable de raconter une histoire et de porter un objet social qui est extrêmement beau et courageux, quel qu'il soit, on a de toute façon un atout, une très grande force. La perte de sens, la perte de valeur dans une entreprise, qu'elle soit sociale ou pas, est à mon avis un des principaux écueils. Donc nous, on a un magnifique hôpital qui fêtera son centenaire l'année prochaine, avec un fondateur qui est l'abbé Fouque. Si vous lisez La Provence, tout le monde sait que l'abbé Fouque sera béatifié dimanche prochain à la Major. Donc on a une très belle histoire à raconter. Et l'histoire de l'hôpital, c'est quoi? C'est 1919, après la Première Guerre, l'accueil des populations défavorisées qui n'avaient évidemment aucune prise en charge de leur santé puisque la sécurité sociale n'existait pas, et c'est l'abbé Fouque qui en gros se bagarre pour récupérer des sous auprès des familles plus riches et plus aisées de Marseille pour créer son hôpital accompagné par une congrégation religieuse, et l'histoire commence comme ça. Donc l'histoire est belle dès le départ, et elle est belle au sens de la prise en charge des populations défavorisées, des publics défavorisés. Fort de ça, le constat qu'a fait la Fondation il y a quelques années a été de dire bon, aujourd'hui, l'hôpital, c'est plus un problème par rapport au fondateur. Si l'abbé Fouque était vivant aujourd'hui, il n'irait pas créer l'hôpital Saint-Joseph, puisque, en gros, le risque est couvert par l'assurance maladie, grosso modo. Alors évidemment, on a des exclus du sanitaire, mais finalement assez peu, puisque entre la CMU, l'aide médicale d'État, etc., on arrive grosso modo à trouver des solutions. Et donc à partir de là, l'idée de la Fondation et le projet stratégique de la Fondation a été de dire vers qui nous tournerions-nous en tant que fondation portant l'histoire de la création et de l'abbé Fouque, vers qui nous tournerions-nous? Personnes âgées, personnes en situation de handicap, champ du social. De là est née cette réflexion sur un projet sanitaire, médico-social et social. La deuxième raison de la création de cette réflexion, c'est aussi la notion du parcours. C'est là aussi la notion du maintien au domicile, le parcours de la personne âgée, etc. Considérant que l'hôpital, par exemple, est un magnifique lieu de rupture de parcours, en général n'est absolument pas ouvert vers l'extérieur, même si nous avons un service d'hospitalisation à domicile, des soins infirmiers à domicile, on est quand même les champions du monde de la rupture de parcours. Et d'ailleurs, on vient nous voir en rupture de parcours. Et donc, un des objectifs secondaires de ce projet est de dire, au-delà des publics en situation difficile, quelle qu'elle soit, il faut aussi que nous puissions proposer aux personnes une solution intégrée ou complète de prise en charge et de parcours. Donc à partir de là, l'idée était de dire on va ouvrir les portes. Alors moi je n'assure la direction générale de tout ce bazar que depuis 2 ans, donc je n'ai pas toute l'histoire. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui donc nous avons dans le groupe, qui encore une fois n'a pas d'existence juridique, et je vais expliquer, un certain nombre d'associations avec lesquelles nous essayons de construire ce projet, ce qui n'est pas forcément toujours simple, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en pratique? Un certain nombre d'associations nous ont rejoints, en général pour 2 motivations, il faut être tout à fait clair, ou une difficulté liée au bénévolat, donc une carence d'administrateurs, ou des difficultés économiques, qui était soit une incapacité à emprunter pour financer sa restructuration, soit carrément un plan de redressement. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous avons Saint-Joseph à Fort, donc CHRS, crèche, Saint-Joseph Senior qui fédère 6 EHPAD, à peu près 500 lits, 3 dans les Bouches-du-Rhône, 2 dans le Var et une qui est une histoire à côté de Bayonne. Donc voilà. Un IFSI, parce que ça c'est aussi le fruit de l'histoire. La clinique Sainte-Marthe, qui est une clinique située dans le quartier nord et spécialisée en psychiatrie. Et puis depuis 1 an maintenant, l'association ABCD qui nous a rejoints, qui fait du service à domicile. Au travers de ça, comment les choses se sont passées? Donc, quand ces associations sont venues, en général, jusqu'à présent, de manière volontaire, nous solliciter au niveau de la Fondation, c'était donc dans le contexte que j'ai décrit précédemment, ou crise d'administrateurs, ou problématiques financières. Qu'est-ce que nous avons fait?
D'abord, nous avons essayé de travailler sur la caractéristique du projet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on partage des bouts d'histoire? Pas forcément, parce que les associations ont toutes des histoires différentes, mais est-ce qu'on partage au moins l'essentiel de nos valeurs? Et je ne parle pas des valeurs catholiques au sens de l'histoire catholique, c'est les valeurs chrétiennes, humanistes, etc. Ce n'est pas du tout, que des associations catholiques qui seraient opposées aux associations protestantes et aux associations laïques. Ce n'est pas du tout le sujet. Et puis à partir de là, nous avons mené des vrais audits, comme une reprise de société. D'abord parce que tout ça ne doit pas nier l'économique, et qu'à partir du moment où la fondation apporte soit une consigne bancaire, soit des apports au compte courant, soit acquiert des immobiliers pour aider ces associations à poursuivre leur activité, évidemment, on se doit de savoir dans quel contexte on se place. De la même façon, on a ouvert nos livres pour que les associations qui souhaitaient entrer dans ce réseau puissent savoir qui on était, ce qui semble la moindre des choses. Donc c'est une période de 6-8 mois, en gros, pendant laquelle on fait connaissance. Et puis si les choses se poursuivent, la Fondation a une exigence, c'est de faire entrer 2 administrateurs au sein du conseil d'administration de l'association, avec une voix prépondérante pour les décisions stratégiques. Ce qui est, évidemment, alors pas toujours facile à entendre pour des administrateurs, mais ce qui est, du point de vue de la Fondation, parfaitement normal, puisque justement on engage des financements ou des accompagnements, des cautions bancaires, etc. Donc on ne peut pas se permettre de laisser l'association totalement libre de son fonctionnement pour les décisions stratégiques. Ça veut dire qu'en aucun cas, nous n'intervenons sur le fonctionnement opérationnel des associations, qui ont chacune leur président de conseil d'administration, leur conseil d'administration et leur directeur. Donc moi, mon job, entre guillemets, de directrice de la Fondation, au-delà de ce que la Fondation a comme activité par ailleurs, c'est de coordonner ce réseau. Et la coordination de ce réseau passe par un travail commun stratégique piloté par les présidents des associations qui nous permet de réfléchir sur le devenir d'un EHPAD dans le Var sur lequel il faut assurer une reconstruction et qui n'a pas la taille critique, qui ne serait pas capable seul de financer sa propre reconstruction, sur le devenir du CHRS qui n'a pas non plus la taille critique, est confronté aux baisses de financement qu'il peut y avoir, qui a tout bêtement 300 000 € de travaux à aller faire pour remettre aux normes son bâtiment. Et tout ça, c'est un travail collégial qui est fait entre les présidents. Et par ailleurs, les directeurs des associations, on se réunit 2 à 3 fois par an autour d'un travail commun qui consiste à commencer à essayer de voir ce qu'on peut partager. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous partageons un travail sur la partie démarche qualité. L'idée, c'est de mutualiser un maximum de protocoles en matière sécurité, qualité des soins, hygiène, formation des personnels. La formation, par exemple, à la bientraitance est mutualisée entre les EHPAD et l'hôpital Saint-Joseph. Nos professionnels se rencontrent là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Fondation étant agréée dans Confiance, nous avons développé une cartographie des risques, donc au sens entrepreneurial du terme, au sein de la Fondation, que nous allons maintenant déployer sur l'ensemble des associations du groupe, parce que ça paraît normal qu'on soit tous dans un schéma un peu procéduré, en tout cas, et transparent. Nous avons des règles de communication de crise entre nous qui sont actives depuis le départ. Et puis, nous travaillons sur des projets médicaux ou des projets médico-sociaux et sociaux communs, notamment sur la problématique des personnes âgées, pour essayer d'avoir une filière complète de prise en charge des personnes âgées. À ce titre, par exemple, nous avons été autorisés à créer un nouvel USLD, enfin un USLD, qui sera installé, qui est du champ du sanitaire, qui sera installé sur le site d'un des EHPAD du groupe, ce qui nous permet de compléter la filière prise en charge des personnes âgées. Nous débutons un projet télémédecine en dermatologie à partir du mois d'octobre. En priorité, nous testons avec les EHPAD du groupe, évidemment c'est ouvert pour tous ceux qui le souhaitent, et ainsi de suite. Donc c'est une co-construction qui n'est pas simple. Dans lequel vous êtes soutenu aussi par les différents... Absolument, absolument. Alors il est vrai que quand on arrive un peu unis avec un projet, je maintiens qu'on rencontre une écoute. Alors après, on sait tous la rareté des financements, on sait tous qu'on est dans un contexte économique qui est compliqué. Voilà.
Alors le dernier point, la question, par exemple, c'est la question de la massification des achats. Le fait de se regrouper, on cherche tous des marges, hein, je veux dire, et les marges intelligentes à trouver, c'est sur des choses qui sont faciles à notre portée et qui, si possible, ne viennent pas toucher l'emploi, hein, parce qu'après tout, on est des gros employeurs. Et donc, par exemple, les achats, on a une démarche qui a débuté il y a 1 an et quelques, d'appel d'offres communs. C'est basique, hein, c'est de la gestion, hein, ça. Entre nos différentes associations, mais chaque association est libre de venir ou pas dans cet appel d'offres. C'est vraiment relativement ouvert. Alors, il y a aujourd'hui une très grosse disproportion. L'hôpital fait 90% du poids économique de l'affaire, évidemment. Néanmoins, notre rôle au sein de la Fondation est d'essayer au maximum, grâce au soutien de l'hôpital par ailleurs, de soutenir ces associations qui ont rencontré ou qui rencontrent des difficultés dans leur fonctionnement. Ça veut dire que vous voyez à plus long terme Alors sur le plus long terme, l'objectif, alors la question de la taille, parce que sous-jacent c'est la question de la taille, je n'ai pas la réponse sur la taille, je suis incapable de répondre parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un modèle. Pour ma part, je suis issue du milieu privé lucratif. Ouh là là. Excusez-moi. Bon, on vous pardonne. Mais j'ai dirigé des établissements, notamment dans des groupes avec des méchants fonds, et je sais très bien pourquoi je suis partie. Néanmoins, la question de la taille, il y a des effets de seuil qui font qu'à un moment, le côté de l'objet social, à la limite, même quel que soit le caractère patrimonial ou pas de l'affaire, l'objet social se perd. Parce qu'à partir du moment où on commence à créer trop de postes fonctionnels qui viennent embêter les opérationnels, parce qu'il faut qu'ils justifient leur fonction, on a perdu le sens. Et qu'on soit capitalistique ou associatif, à mon avis, la réflexion est la même. Donc je n'ai pas de réponse de fait sur la taille. Nous, on reste ouverts à compléter la filière de prise en charge tout en restant très cohérents. On a eu des échecs, hein. On a eu des échecs d'associations avec lesquelles on a tenté un rapprochement et qui n'a pas fonctionné parce qu'on ne s'est pas retrouvé, les planètes n'étaient pas alignées, hein. Le système n'est pas parfait, mais on va dire qu'on illustre peut-être une tentative de groupe qui n'est pas un groupe de fusion et d'intégration, qui est un groupe de coordination d'associations qui souhaitent ensemble poursuivre un projet. Bon. Voilà, mais pas facile tous les jours. C'est vous qui parliez de filière. Enfin, un peu l'écueil, c'était la filière. Enfin, il me semble bien, en tout cas, que vous avez. Après, je vous donne la parole, hein, je vous promets, Oui, aux deux autres responsables d'association, mais oui, juste Madame pour rebondir là-dessus. Elle l'a très bien décrit. C'est une complémentarité, mais qui n'empêche pas d'être ouvert sur l'extérieur, parce que c'est pas qu'entre soi qu'on va faire. Donc, moi, j'ai aussi dit la complémentarité. Elle va se retrouver si on a ce travail qui se fait de partenariat. Si on va trop loin et là, on peut tomber dans l'effet filière qui sera péjoratif. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous évitez cet écueil. Parler longtemps. Elle m'avait dit qu'elle était bavarde, mais c'est vrai. Donc, Monsieur Lionel Bourdely, donc vous êtes directeur général de la Bourguette, mais c'est pas à ce titre, enfin entre autres, que vous intervenez ici. Vous êtes plutôt, cofondateur du GCSMS. Excusez-moi, j'ai un problème avec les sigles. Groupement de coopération sociale et médico-sociale. Bon, qui regroupe donc les savoir-faire de 3 associations, en tout cas, et de l'hôpital Montfavet, la Bourguette et l'ARI. Est-ce que c'est juste ? Jusqu'ici, oui, c'est juste. Donc, comment vous avez travaillé sur ce regroupement, vous ? Oui, juste avant, je vais quand même faire une très courte présentation de l'association La Bourguette, parce que si on s'est associé avec... C'est parce que vous aviez aussi une histoire. C'est ça. Donc l'association La Bourguette est une association de parents et d'amis, dont le projet est dédié à l'accueil et l'accompagnement d'enfants et d'adultes autistes, hein, essentiellement, qui est une association qui a 45 ans, qui s'est un petit peu développée ces dernières années, qui aujourd'hui a stabilisé sa situation et a, comme il a été dit tout à l'heure, a atteint une taille critique, hein, ce qui lui permet d'affronter d'une certaine façon les enjeux qui s'offrent à nous. Et donc, dans le cadre de son travail, il y avait un appel à projet sur le département de Vaucluse, sur le bassin de Carpentras, pour une plateforme autisme, une quarantaine de places pour des enfants.
Et donc, on s'était positionné, on avait fait le choix, validé par le conseil d'administration, de se porter candidat. On a été, parce qu'on a des liens de loin en loin avec certaines associations, dont l'ARI, approché par une directrice qui a dit « mais nous aussi on pense y aller, mais est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on y aille ensemble ?» Bon, donc, on a dit ben, « pourquoi pas ?» Donc on s'est vu, on a discuté. Et puis on a dit « mais on s'est posé la question de la santé, hein, c'est-à-dire du soin. » On a dit, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller voir l'hôpital, donc, et notamment la pédopsychiatrie, pour voir s'ils ne peuvent pas participer avec nous à ce projet. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le bureau du directeur de l'hôpital de Montfavet, qui a qui a compris la démarche et saisi le projet. Donc comme on avait déjà démarré notre travail de présentation de projet, c'est nous, Association Bourguette, qui avons présenté le projet. J'avais 2 assesseurs avec moi le jour du jury, mais qui n'avaient pas le droit de parler. Il y avait le directeur de l'hôpital et un représentant de l'ARI, pour bien montrer le projet. Donc on a été retenus et on a installé ce travail. Donc rapidement, la question qui s'est posée, c'était la gouvernance. Donc on s'est donné les moyens de piloter le projet avec un comité de gestion qui se réunit régulièrement, avec les 3 représentants et un suppléant pour chaque association. Et on a décidé que la gestion se ferait tournante, c'est-à-dire que tous les 3 ans, les administrateurs, l'association La Bourguette a commencé pendant les 3 premières années, et depuis une année, c'est aujourd'hui l'hôpital qui administre le GCSMS. Mais surtout, ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était de faire sauter un petit peu les barrières, les clivages qui existent dans le médico-social, avec aussi le sanitaire. Et donc, c'est ça qui c'est travailler le réseau, quoi, hein, faire sauter, parce qu'on a parlé du parcours, on a parlé des enfants sans solution, etc. Je pense qu'il y a une partie de la solution qui existe en amont, hein, c'est-à-dire qu'on est souvent à traiter les effets cascades, mais si on va en amont, voilà. Donc c'est ça aussi, principalement... C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut regrouper plutôt des secteurs? Oui, enfin, en tous les cas, il faut se donner les moyens de travailler ensemble, hein. C'est-à-dire que quand on est partenaire et coopérateur on ne peut pas trop se raconter d'histoire, quoi, hein, donc on est obligé quand même d'affronter les questions qui nous sont posées. Et, voilà. Et donc, pour soutenir ça, on a aussi créé un comité technique. Et donc ce comité technique, où participent des représentants de chaque association, où on peut inviter des gens extérieurs. On a invité aussi l'ARS, la MDPH à venir, puisqu'on est là sur la partie enfance, hein, uniquement. A produit quand même des choses tout à fait intéressantes. Et donc on s'est aperçu que si on voulait aller plus loin, il était nécessaire de concerner tous les acteurs du territoire. Et au bout d'1 an, après un petit peu de travail de réflexion, on a invité tous les acteurs du Vaucluse à se réunir en disant, ben voilà, on a autour de la question de l'autisme, l'accompagnement, le parcours, on aimerait un petit peu avoir vos retours et aussi qu'on évalue les besoins, les opérateurs sur le territoire, etc. Et oui, j'oubliais aussi une question importante, c'était l'éducation nationale. D'ailleurs, si on avait pu, on l'a imaginé, mais bon, c'était pas réaliste. On aurait bien aimé intégrer un représentant de l'éducation nationale dans le groupement. Hein. Mais bon, ce n'est pas arrivé. C'est difficile avec l'éducation nationale, me semble. Difficile, enfin, c'est un petit peu complexe parfois, oui, mais bon, c'est pas... et donc, à notre grande surprise, quand lors de la première réunion, il y avait quasiment tous les acteurs du Vaucluse autour de la table. Hein, voilà. Qui travaillent donc sur le champ de l'autisme. Oui, ce qui laissait entendre qu'il y avait bien une attente, hein, une très forte attente de tous les acteurs.
Donc la pédopsychiatrie, les opérateurs du médico-social, les CAM, ça fait bon, tout le monde était là. Et l'éducation nationale aussi quand même est venue. Là, hein, donc, voilà. Et de fil en aiguille, on a décidé de faire des groupes de travail plutôt parce que bon, les réunions plénières, au bout d'un moment, ça ne produit pas nécessairement ce qu'on attend. Donc nous avons fait des réunions par territoire et donc on a divisé le département en 4 et avec les partenaires donc, de l'ARI ou de l'hôpital de Montfavet, on s'est chargé d'animer ces réunions. Voilà. Moi je peux témoigner le territoire, puisqu'on est sur le sud de Vaucluse, on a travaillé avec les partenaires et là aussi tous les partenaires sont venus, hein, mais même alors la PMI, même les services jeunesse de la ville, etc. Donc il y a vraiment une attente. Là, on espère produire un projet, en tous les cas quelque chose qui participera à une coordination supplémentaire qu'on va présenter à l'ARS dans les semaines qui viennent. Bon après, on verra, on sait qu'on a été accompagné pour la constitution du GCSMS, mais ce travail qu'on fait, parce qu'on parlait tout à l'heure d'économie, de bénévolat, enfin, je veux dire, il y a un engagement quand même de tous les acteurs, c'est du temps hein, qu'on passe dans ces réunions, et je pense qu'il faut quand même que les autorités puissent un petit peu accompagner, entendre un petit peu tout ça. On a parlé aussi ce matin des questions d'économie. Voilà. Moi je pense que le groupement coopératif, des économies, il en fait faire, mais très peu, à la marge. C'est pas ça vraiment. Par contre, il va potentialiser les ressources. C'est ça qui a été tout à fait porteur dans notre expérience. Enfin, c'est celle qu'on a pu observer. Bon, messieurs, on a partagé. L'hôpital a mis, parce qu'il avait des biens, il a mis à disposition des locaux, notamment pour qu'on puisse démarrer de suite. Par exemple, le CESAD, il a ouvert immédiatement dans des locaux que l'hôpital avait mis à disposition. L'ARI, qui avait un grand parc automobile, a dit « mais moi j'ai quelques véhicules, je peux mettre à disposition, etc. » Et puis les personnels de chaque association ont pu, pour certains, s'inscrire. Voilà, donc, nous, il y a un directeur de chez nous qui est venu et qui est toujours encore à mi-temps sur ce projet, puisque on est toujours dans le lancement, parce que la question après c'était la question du foncier et construire un bâtiment. Voilà. Donc pour nous c'est une expérience très riche, effectivement aussi, on a aussi des cultures différentes quand même. L'hôpital a sa vision, sa logique, l'association Henri aussi, son histoire, et nous on avait la nôtre. Donc là aussi ça a renforcé, me semble-t-il, nos liens. Et ça nécessite du temps et du dialogue pour trouver c'est ça l'important, c'est de pouvoir un projet commun, c'est ça ? Oui. Et ce qui est intéressant dans votre cas aussi, c'est que c'est un groupement coopératif qui vise à potentialiser toutes ces ressources sur un territoire donné. C'est aussi ce qui peut être modélisé pour d'autres, peut-être. Oui, là, aujourd'hui, l'IME, il est sur le grand territoire de Carpentras. Nous, d'ailleurs, si on était Bourguette, on était intéressé, c'est parce que on a un IME qui est sur le sud de Vaucluse, mais qui reçoit énormément de candidatures. Beaucoup, je veux dire, c'est assez, parfois un peu dramatique, mais qui avait aussi beaucoup de candidatures du nord Vaucluse. Donc, on s'était dit que cette installation sur ce bassin permettrait un petit peu d'apporter des réponses au plus près des besoins. Voilà. Oui, on est sur ce bassin de Carpentras. Et d'ailleurs, il y avait eu des effets un petit peu collatéraux de cet appel à projet où c'était un des premiers sur le Vaucluse. Donc, quand on s'est trouvé plusieurs opérateurs, on avait quelques-uns qui n'étaient pas très contents. Qui n'étaient pas très contents de ne pas être retenus. Donc, il y a eu quelques tensions. Mais ceci dit, les choses sont passées. Aujourd'hui, on travaille avec eux, et notamment, il y a un projet commun autour d'une unité d'enseignement élémentaire sur Carpentras. Voilà. Donc, il y a un maillage qui s'opère. Voilà. Et dans aussi les réponses accompagnées, là, pour les situations difficiles, chaque structure a pu apporter sa réponse. L'hôpital, l'IME La Bourguette aussi, pour accompagner le développement de cet établissement. D'accord. On y reviendra sans doute. Madame Blanc, donc vous, c'est une toute autre association, d'une toute autre taille,
est-ce qu'on peut dire une petite association, est-ce que c'est choquant si je dis ça? Ah non, c'est tout à fait ça. Une association donc santé. Vous êtes directrice de cette association Voilà. et chargée de... Voilà, donc l'association Santé est une association qui recherche, expérimente et modélise une nouvelle approche en matière d'accompagnement des personnes en situation de consommation d'alcool. Et donc c'est une association qui a 4 ans, donc assez récente. Et elle est issue de la volonté des professionnels de terrain de chercher des nouvelles solutions, ou en tout cas des solutions alternatives aux modèles existants, pour accompagner les personnes en situation de consommation d'alcool qui expriment des besoins qui ne sont pas vraiment pourvus en fait en termes d'offres de soins. Donc c'est une petite En fait, on dit que d'habitude on prône l'abstinence pour ces... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une offre de soins qui est basée sur la notion de faire avec les consommations d'alcool et de partir de ces consommations pour construire un accompagnement avec les personnes. Donc c'est une association qui est petite mais qui travaille avec d'autres partenaires. On a choisi d'avoir des partenariats d'expertise, donc on travaille avec des équipes de recherche, avec des professionnels de terrain qui sont eux-mêmes confrontés à des impasses, avec des contributeurs, que ce soit des bénévoles ou que ce soit des personnes qui se sentent concernées par la cause, et bien sûr avec les personnes qui sont totalement partie prenante du projet de modélisation. Oui. C'est-à-dire que vous avez dans votre association une communauté de recherche et développement, c'est ça? C'est ça. Qui est à disposition. Alors, nous avons comme objectif, nous avons un financement ARS, nous avons comme objectif de modéliser, de rendre transférable ce modèle. Donc, nous travaillons à expérimenter des propositions d'accompagnement, les modéliser, les évaluer, les tester avec les personnes et de proposer après des outils, des modalités d'accompagnement des professionnels pour que cette pratique-là, cette nouvelle pratique puisse s'intégrer dans les projets de service des autres institutions. D'accord. Ça vous intéresse, Mme Gauthier Ça intéresse effectivement le côté l'addicto, puisque c'est un de nos champs de compétences, mais ça concerne aussi la DRD JSCS, puisqu'on est souvent sur une conjonction conduite addictive, précarité, pas de logement. Enfin voilà, on a toute la chaîne qui peut se dégrader. Donc effectivement, c'est des projets qui sont, comme il était dit tout à l'heure, là aussi le partenariat entre les institutions est réel, enfin il se construit, en tout cas il se consolide et il doit se consolider pour les populations. Oui. Concrètement, comment ça fonctionne? Alors, on vient dans c'est une association qui a un siège avec très peu de personnes. Alors, nous avons une quinzaine de personnes qui sont suivies et ce sont des personnes expérimentatrices, en fait. Hein. On n'est pas un établissement médico-social. Ces personnes nous font état souvent de retard de soins, de rupture de soins. Et c'est un peu sur ces axes-là que nous travaillons, nous proposant une approche globale, finalement, des besoins de la personne. Et nous ne visons pas forcément la maîtrise ou le contrôle des consommations, mais bien plus le rétablissement et l'amélioration de la qualité de vie. Et ça permet d'ouvrir de nouvelles pistes de travail pour les professionnels en co-construction du projet de soins avec les personnes. Oui, c'est un changement de philosophie quand même. Totalement. Totalement. Alors c'est complémentaire, ça ne remet pas en cause le travail des autres l'accompagnement, par exemple, standard en addicto. Ça vient construire des nouvelles étapes ou des passerelles avec les accompagnements existants. Et ça vient surtout faciliter le travail des professionnels de l'accompagnement de manière plus générale dans l'ensemble du secteur médico-social. Et qu'est-ce que vous constatez, puisque vous avez une petite pratique maintenant, enfin, même si votre association est récente? Alors, ce qu'on constate, c'est que les résultats, forcément, ils sont positifs, puisque toutes les personnes reprennent des parcours de santé. Alors, il y a autant de situations que de problématiques que de situations rencontrées, mais on arrive forcément à trouver des pistes d'amélioration avec chacune des personnes. Et pour nous, c'est ça qui compte. Là, on n'est pas sur du macro, on n'est pas sur des grandes échelles. Comment les pouvoirs publics vous appréhendez, donc justement, vous l'avez un peu dit, hein, Gauthier, monsieur... Ah oui, pardon, excusez-moi. Je disais, comment les pouvoirs publics interprètent et appréhendent ce type d'expérimentation. Donc je donnais la parole à monsieur Mamis. On les appréhende avec beaucoup d'intérêt. Comme je disais tout à l'heure,
Ce sont les associations qui sont au plus près des réalités du terrain et donc qui peuvent percevoir, parce qu'il y a des compétences, parce qu'il y a une connaissance des situations, percevoir de nouvelles modalités d'approche, les proposer, et ensuite c'est à nous de les accompagner le mieux possible. On a eu l'expérience à Marseille, vous savez, du Un chez soi d'abord, qui a misé sur la possibilité d'accompagner des personnes en grande difficulté psychique, notamment dans le logement, avec un accompagnement soutenu. On a travaillé d'ailleurs en connexion ARS cohésion sociale sur ce sujet. C'est né d'une volonté locale, d'une expérimentation locale, d'une association, je peux la nommer peut-être, sans faire de publicité, qui s'appelle HAS, qui est présente ici d'ailleurs dans l'auditoire. On a le projet ASAB aussi, qui est sur les questions de santé aussi, sur les personnes en grande précarité à Marseille. Donc voilà, on se nourrit finalement de toutes ces expérimentations, de toutes ces innovations. On en a besoin. Après, effectivement, ça nécessite d'évaluer un peu tout ça, de montrer que c'est efficace, et ensuite qu'on puisse les accompagner à se développer si on est sur des bonnes idées. Après, toutes les innovations ne sont pas forcément fructueuses non plus, bien entendu. Et comme le disait Madame, ce n'est pas une structure médico-sociale, mais c'est et on essaye effectivement on a des moyens d'expérimentation, d'innovation, et c'est vraiment le secteur associatif est très en avance, et assez fourmille d'idées, donc nous fait parvenir des projets comme ça, et on expérimente, on finance 2 ans, 3 ans maximum, et après le but il est de voir comment on pérennise tout ça pour faire rentrer, mais on le sait, à Housing First ça a démarré comme ça, là on vient de lancer un appel à candidature aussi avec la DRD JSCS sur logement santé, d'ailleurs il est sur nos sites respectifs normalement, donc allez voir parce qu'il y a on innove le logement, et vous parliez de rétablissement, on le voit aussi beaucoup sur la santé mentale, le handicap psychique. On a beaucoup d'expérimentations comme ça. De ces champs-là. Hein. Mais en fait, ce que je voudrais préciser, c'est qu'effectivement, nous, on a bénéficié de financement Action Innovante, ce qui nous a permis de modéliser jusqu'à maintenant cette proposition. Et on en est maintenant à un stade où on va basculer certainement sur un financement qui est en discussion encore avec l'ARS, mais qui va basculer sur des modalités finalement d'accompagnement et d'appui aux professionnels. Donc d'une expérimentation, on en est maintenant à développer des outils, des formations, de l'appui aux professionnels, de l'accompagnement de structures médico-sociales pour qu'elles puissent intégrer ces évolutions-là dans leur pratique. Je vous propose pour un petit quart d'heure là de refaire un peu. On est dans une construction là finalement, transformation de l'offre, société inclusive. Comment travailler les uns avec les autres pour construire et répondre finalement aux injonctions des pouvoirs publics. Qui veut se lancer dans cette... Ce que je voudrais dire, c'est que pour ce qui concerne les regroupements d'associations, et notamment l'exemple des GCSMS, on est plutôt quand même sur un accompagnement d'initiatives des associations elles-mêmes qui présentent un projet, qui demandent un accompagnement, qui expriment une envie de travailler ensemble sur un secteur en général assez spécifique. Donc on est plutôt dans l'encouragement de ces regroupements. On a l'exemple dans les Bouches-du-Rhône donc du GCSMS, du SIAO, du Service intégré d'accueil et d'orientation, qui est un regroupement d'associations sur une mission centrale d'accueil et d'orientation des publics vers les différents types d'hébergement. On a parfois des GCSMS aussi qui sont prescrits par des textes. Donc on a le cas encore une fois du Un chez soi d'abord, où l'expérimentation a tellement bien marché que finalement ça aboutit à un texte réglementaire qui demande à ce que, puisqu'on a besoin de compétences diverses pour qu'elles travaillent ensemble, on demande réglementairement à ce qu'il y ait un GCSMS qui se mette en place. Donc là, c'est un peu plus contraint, et on l'a vécu d'ailleurs, l'année de constitution, l'année dernière de constitution du GCSMS, ce n'était pas d'une grande évidence. Il a fallu aussi beaucoup discuter, accompagner, donc ce n'est pas forcément non plus quelque chose de naturel et qui vient d'une initiative locale. Voilà, donc encore une fois, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de modèle unique. Je pense que ça fait appel un peu à l'intelligence collective. Essayer d'identifier des domaines où travailler ensemble va nous faire gagner en efficacité. Il n'y a pas de moyen coercitif d'obliger les associations à se regrouper, à être plus rentables, à être... J'y vais un peu fort là peut-être, mais
Est-ce que ça peut être Non, mais ça aussi? il y a la réalité budgétaire après. C'est vrai que la réalité budgétaire parfois impose impose cette réflexion. Parce qu'on voit bien que voilà, il faut arriver quand même à un équilibre budgétaire. Et donc voilà, c'est une exigence et une incitation finalement à essayer de trouver des marges de manœuvre, retrouver des marges de manœuvre, en tout cas trouver un équilibre et une poursuite du projet associatif. Mais rares sont les injonctions effectivement véritables de dire voilà, vous devez vous organiser de telle ou telle manière, sauf l'exemple là que je viens de dire. Mais voilà, c'est pas véritablement la pratique habituelle. Juste dans ce que M. Noguès disait tout à l'heure, effectivement, les associations, elles ont été beaucoup à l'initiative. On vient de le redire sur des expérimentations. Mais je trouve qu'il y a eu un changement majeur. Enfin, je pense que c'est partagé par l'Assemblée. Le changement majeur, c'est la notion d'appel à projets qui est à l'initiative maintenant des tutelles. Bon, je vais l'employer. Voilà, c'est avant les 2010, on était vraiment sur voilà, j'ai un projet sur tel territoire, je viens le présenter, on le passe en commission, il est bon, il est validé, etc. Aujourd'hui, les uns et les autres, là où nous sommes, nous regardons où sont les besoins et nous lançons les appels à projets. Donc effectivement, ça change complètement la posture et la capacité, enfin, toute la volonté qu'avaient les associations de proposer des choses. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile de passer à cette notion d'appel à projet. Je sais que nous, on travaille, on limite les appels à projet vraiment aux opérations d'envergure, mais on essaye de travailler sinon de gré à gré en extension de faible capacité. Et je voudrais revenir sur ce que décrivait Lionel Bourdelli, c'est que 2013, ce projet, on voit arriver 3 acteurs qui se sont unis sur une plateforme. Et on voit déjà qu'ils ont travaillé comment ils vont faire par la suite. Et on voit déjà la complémentarité qui s'est construite. Et ça, c'est intéressant. Donc, et je dirais que ça fait un peu école parce que, alors dans les appels à projets qu'on lance, on n'en lance pas beaucoup parce qu'on n'a pas énormément de moyens, mais on voit que des projets arrivent avec 2-3 partenaires. C'est-à-dire que, et moi j'ai eu l'occasion de le dire aux uns ou aux autres, vous êtes plus fort quand vous êtes plusieurs. Votre projet, si vous êtes une association, chacun se bat pour son projet. Quand vous arrivez à 2 ou 3 sur un même projet, la force, elle est là. Et je veux dire, on voit déjà comment va se structurer le projet. Donc, c'est pas, on n'incite pas, enfin, je veux dire, on n'oblige pas. Mais de fait, les projets sont meilleurs, généralement, quand ils sont construits à 2 ou 3 partenaires. Quelle que soit la taille des partenaires. Ah oui, parce que voilà, on a là l'exemple qui est donné, on a une très grosse association, on en a une qui est plutôt moyenne, petite moyenne, la Bourguette parce qu'elle n'est pas très grosse, et puis on a un hôpital qui est énorme, donc on voit bien qu'on n'est pas forcément... Par contre, il y a des savoir-faire. Il y a des savoir-faire, et je pense que c'est ça, et on met en commun ce qu'on sait faire et ce que savent faire nos professionnels, et ça compte énormément. M. Bourdelli, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, quand on s'est lancé dans cette aventure, parce que c'est une étude quand même, il y a une espèce de saut dans le vide, hein, c'est-à-dire quand même malgré tout, puisque en fait il y avait le projet, cette idée de mutualisation et de travailler en réseau, parce que le constat était le même, enfin en tous les cas, avec les collègues de l'ARI d'abord, puis avec l'hôpital, qu'on n'avait pas d'autre choix que de renforcer les liens et de travailler ensemble. Hein, et donc, je dirais que le GCSMS, c'est juste une structure administrative qui a permis de construire ça. C'est pas, je dis, on parlait tout à l'heure d'économie d'échelle. Oui, il y en a. Je reviens toujours sur... Madame Gauthier parle de savoir-faire, c'est vrai que c'est aussi cet enjeu-là, mais l'objet c'était quand même de travailler le réseau, faire sauter les barrières, quoi, hein, notamment entre le sanitaire et le médico-social autour de la question de l'autisme. Hein, je dis, on est sur quand même un champ très particulier. Voilà. Et je dirais que si c'était à refaire, on le referait peut-être, et on le refera sûrement. Voilà. J'ai quand même une question parce que j'ai entendu parler de transformation de l'offre vers une société plus inclusive tout simplement. Et je me dis, est-ce que donc ça pousse un peu quand même à sortir des murs, on est d'accord, à désinstitutionnaliser. Est-ce que les acteurs de terrain, les professionnels qui seront sur le terrain, auront des moyens pour faire le travail qu'ils accomplissent dans les institutions? Qui ont de vrais savoir-faire de prise en charge des personnes, est-ce qu'ils auront les moyens de le faire à domicile, à l'école, enfin, là où seront du coup les personnes les plus fragiles? Est-ce qu'on ne va pas en laisser de côté?
peut-être, ça rejoint la question de l'innovation, cela. C'est-à-dire qu'on l'a dit à plusieurs reprises, les financements publics ne sont pas extensibles, donc il faut trouver des innovations. Et pour répondre à votre question, c'est aussi le défi de notre construction réglementaire aujourd'hui. Et on le voit sur toute la politique dont je parlais tout à l'heure sur le parcours de la personne, qui fait qu'aujourd'hui, nos strates de réglementation nous empêchent parfois d'aller plus loin, et notamment dans ce que vous dites, c'est-à-dire que des EHPAD, les EHPAD hors les murs, par exemple, qui est un exemple de la possibilité d'avoir des établissements qui vont au domicile, toute cette démarche-là nécessite de la part des pouvoirs publics d'aller beaucoup plus loin et de faire sauter des carcans administratifs. Et ça, c'est un défi qui nous est opposé. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on en est encore loin de le relever, mais il faut que nous y parvenions, parce que sinon, on ne répondra pas à la question que vous posez là. Oui, parce qu'à la formation des personnels, je pense qu'on n'intervient pas de la même façon en institution et à domicile ou sur un lieu donné. Madame Gauthier, je vois que vous remuez la tête. Non, surtout vous dites, on risque de laisser les personnes les plus fragiles de côté. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes fragiles sont déjà de côté. On ne les prend pas en charge. Donc aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de fermer des établissements, de fermer des places. On n'a pas le... Voilà, c'est de dire, je vais parler des enfants, les enfants qui sont en capacité d'aller à l'école, eh bien, ils vont à l'école. Ils sont accompagnés, c'est différent. Aujourd'hui, on a beaucoup de classes qui sont dans les IME. Ce qui est demandé par la secrétaire d'État, c'est que ces mêmes enfants aillent à l'école, dans des classes un peu adaptées, mais dans des écoles. C'est-à-dire qu'on externalise. Parce que quelque part, la vraie vie, elle n'est pas dans l'IME, elle est quand même à l'école, etc. Alors on est bien d'accord que ça ne touche pas à 100% des enfants, mais il y a des enfants qui ont ce potentiel-là. Donc le travail, il est à faire. Et c'est pour ça que je disais, l'injonction, elle est là, et elle nous est commune. C'est de travailler là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on choisit ? On fait venir l'enfant dans l'établissement ou on fait sortir l'équipe là où est l'enfant ? Voilà, c'est un enjeu, c'est différent. Mais pour autant, est-ce que c'est pas un CESAD qui intervient dans l'école, au domicile, etc. Enfin, normalement, c'est son rôle. Et c'est déjà un peu le cas, vous voulez dire. C'est déjà le cas. Et on a par contre des CESAD qui sont trop intériorisés dans les IME. Et ceux-là, il faut qu'ils sortent. Donc effectivement, il faut changer. Mais nos associations l'ont compris, on le voit bien. Là où ça fait bouger, mais je le redis, il ne s'agit pas de fermer des places, mais que les personnes les plus fragiles, les plus en difficulté, qui aujourd'hui n'ont pas de réponse, soient peut-être sur ces places-là, et que les autres, ceux qui le peuvent, soient plus scolarisés, accompagnés sur des modalités différentes. D'accord. C'est une précision importante. Oui, mais Madame Doster, mais peut-être que... Allez-y, monsieur. Je suis blonde, mais je ne perdrai pas le fil quand même. Non, ce que je voulais dire par rapport à votre question sur la difficulté de former des professionnels et d'amener, de rétablir les parcours des patients, les maintenant le plus possible au domicile, ou des personnes le plus possible au domicile. Tant qu'on n'aura pas réglé une partie des questions de fongibilité d'enveloppe, etc., on sera de toute façon incapable de le faire pleinement. Je pense que malgré un contexte économique difficile, on a les moyens de faire. On a les moyens de faire à partir du moment où on rend les choses plus intelligentes, qu'on décloisonne ce que vous évoquiez, monsieur, la partie réglementaire et administrative pure, mais que les professionnels aussi, on le décloisonne. Je pense que le sanitaire, là-dessus, a énormément de leçons à apprendre du médico-social. Moi, je suis plutôt issue du sanitaire à la base, et en découvrant plus le médico-social, il y a déjà sur le médico-social une forme d'agilité sur le domicile, le retour, la gestion des parcours. Ce que je disais tout à l'heure sur l'hôpital, c'est qu'on est la rupture. Nous, on est le symbole de la rupture. On est le symbole de la rupture qui coûte cher et qui est aujourd'hui un peu repliée sur elle-même. Je parle vraiment que du sanitaire. Et à partir de là, quand on commence à travailler, c'est un des enjeux du projet que je présentais, de travailler plus sur comment on fait pour maintenir et accompagner les personnes en domicile, on trouve des solutions qui sont à la fois humaines et technologiques. Il y a un petit volet quand même qu'il faut citer, c'est que les notions d'objets connectés, les notions de technologie de l'information et de la communication aujourd'hui, il faut absolument, et là on peut aller très très vite, qu'on aille assez vite sur ce type d'investissement. Je ne parle pas d'investissement au sens comptable, mais de ce type d'investissement sur ce terrain-là, parce que ça simplifie les prises en charge à domicile. Quand vous regardez sur les HAD ou les SIAD que le lien, on est encore en train de se poser la question du logiciel au domicile du malade, etc. Enfin, c'est un truc un peu surréaliste dans un monde où on fait Google et on a la réponse à la question qu'on se pose en 30 secondes et demie. Et pour accompagner
Alors là, je ne parle pas des personnes en situation d'exclusion sociale, mais les professionnels qui viennent s'occuper de ces personnes en exclusion sociale, pour accompagner des personnes âgées pour le maintien à domicile, pour accompagner les professionnels qui s'occupent des personnes en situation de handicap au domicile. Si on n'a pas cet abord par la technologie à un moment pour faciliter le lien, ce sera assez illusoire parce que c'est un peu compliqué, quoi. Et ça, c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup. Moi, j'insiste beaucoup sur la télémédecine parce que c'est fastoche, en fait. C'est techniquement hyper simple. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite à rien, de toute façon, sur ce domaine-là. Je suis nulle en informatique, mais j'ai compris une chose, c'est qu'avec des solutions, il faut juste se donner les moyens à un moment de former les gens d'y aller. C'est des petits niveaux d'investissement individuel, mais qui, à mon avis, peuvent produire énormément de liens et de coordination de professionnels à pas cher, quoi. À pas cher. Donc voilà, c'était juste ça. Merci Madame Dester. Monsieur. Oui, moi ce que je voulais rajouter par rapport à votre question, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de moyens complémentaires pour se transformer, pour s'adapter, pour évoluer. Donc on l'a dit à plusieurs reprises, on a des finances publiques qui sont contraintes, et donc c'est un élément, si vous voulez, de contexte qu'on doit tous appréhender. Et donc cette réflexion, encore une fois, elle n'est pas impossible à périmètre constant. Quand on parle aussi de transformation ou d'évolution de l'offre dans le cadre du plan logement d'abord, ça ne veut pas dire qu'on fait table rase sur tout ce qui existe actuellement et qui fonctionne très bien, sur de l'accueil d'urgence, sur de l'hébergement d'insertion, etc. On se demande par contre qu'il y ait une autre finalité finalement qui soit donnée. Est-ce qu'il n'y a pas des notre objectif financements qui d'ensemble. leur sont donnés et qui passent dans un autre côté? Alors après, effectivement, Paul pour, vous voyez, habiller Alors, Pierre. effectivement, quand on a des objectifs de politique publique, normalement, les moyens doivent s'adapter ou doivent être en cohérence, en tout cas, avec ces objectifs de politique publique. Donc c'est vrai que quand on souhaite une diversification de l'offre d'accueil vers la pension de famille, vers l'accès à du logement privé en intermédiation locative, forcément, on va mettre un peu plus de financement sur ces domaines-là et un peu moins sur d'autres. Donc c'est là qu'il y a une contrainte, effectivement. Donc il y a quelque part une obligation d'évoluer, mais en même temps, ce n'est pas la remise en cause totale et complète. Et après, par rapport à votre question aussi sur les équipes et les changements de pratique, c'est clair qu'il y a cette dimension-là qu'on n'appréhende peut-être pas suffisamment, hein, qui est que voilà, les professionnels, les acteurs de ces associations eh bien, ont aussi à adapter leurs pratiques et à se remettre dans ce contexte général et ce projet d'ensemble. Donc tout ça n'est pas simple. Et nécessite de toute façon du temps. On n'est pas aussi là non plus dans l'immédiateté, on est sur des évolutions à court et moyen terme en tout cas. C'est ça, ça peut être la conclusion, mais juste quand même, je vous demandais un mot sur... bah oui, vous continuez à travailler ensemble sur ces regroupements, sur comment faire autrement dans le but indiqué. À 5 ans, est-ce que vous avez déjà une vision ou est-ce qu'on est vraiment dans le flou et on va avancer comme ça en écartant petit à petit les rideaux? Madame Gauthier. Nous, on sait pas, je l'ai dit, on n'a pas un objectif quantifié. Le mouvement est initié. Moi, je pense que dans 5 ans, on verra un peu mieux comment ça se profile. On verra que le périmètre a un peu changé. On le voit, on a aujourd'hui des rapprochements, des fusions. Alors, il y a plein de termes, il y a plein de modalités juridiques pour travailler ensemble. Et voilà. Donc, moi, je pense que oui, on verra déjà des choses qui se seront faites, mais où les acteurs auront été vraiment partie prenante et pas simplement sur injonction de l'ARS, de la DRDJSCS, d'un conseil départemental. Oui, moi je pense que, et ce qu'a présenté M. Noguès, pour moi, montre bien aussi que le mouvement associatif est déjà, le sait et a déjà engagé les choses. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir une vision à 5 ans là, sur ce thème-là. Par contre, ce qui se fait déjà aujourd'hui peut imprégner les autres associations. Et ça peut faire tache d'huile parce qu'il faut qu'on communique plus sur ce qui est fait actuellement en matière de fusion, notamment des associations de personnes handicapées qui reprennent des associations qui s'occupent des personnes âgées. Ça, c'est important. Et c'est par la communication que va s'imprégner auprès des autres associations ce phénomène-là qui va l'accélérer sans doute. Monsieur Lamis. Alors nous, au niveau de l'État, les 5 ans nous vont bien, puisque la plupart de nos plans sont sur 5 ans.
c'est pas un hasard, Oui. bien entendu. Donc oui, on a une exigence d'évolution de nos dispositifs d'accueil. Voilà, on a des objectifs qui sont même des objectifs chiffrés. Encore une fois, comme vous l'avez dit, les budgets sont adaptés pour tendre vers ces objectifs. Donc oui, on espère des résultats au bout de 5 ans. Alors, bien entendu, après, pas de dégradation, bien entendu, dans l'accueil De la du prise en public. charge, oui. Voilà, plutôt des solutions facilitées d'accès direct au logement, ou en tout cas d'accès plus rapide, et puis un accompagnement qui a pu évoluer dans l'intervalle. Donc oui, on espère avoir des évolutions concrètes à mesurer à l'échelle de 5 ans. Les associations, donc Madame Dester. Alors, à 5 ans, on a effectivement des objectifs. C'est un hôpital probablement avec moins de lits, des prises en charge en domicile plus importantes, pas mal d'HAD en EHPAD, un projet sur les aidants, puisqu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas encore travaillé à l'échelle de notre groupe, avec les guillemets, sur le sujet des aidants de manière collective, qui est une vraie problématique. À 5 ans, c'est pas forcément un élargissement du périmètre, mais c'est une vraie prise en compte du domicile, une vraie prise en compte de parcours patient, avec, pour nous en tout cas, un objectif sur le parcours personnes âgées qui est très clair et un démarrage sur les personnes en situation de handicap, puisque on a une coordination aussi à assurer sur les personnes qu'on accueille aujourd'hui. Donc les objectifs à 5 ans, c'est ce type d'objectif qu'on souhaite avoir. Voilà. Et en fait, c'est des projets, la politique des petits pas, je pense que c'est la bonne. Sur ce type de coopération, on essaye un truc, il fonctionne, on essaye un autre, il fonctionne pas, c'est pas grave, on refait autre chose. Et puis en essayant sur chacun des projets, en fait l'expérience prouve quand on a un bon projet qu'on arrive toujours à le sortir d'une façon ou d'une autre. Il finit par arriver. Et donc c'est cette politique, c'est cette ambition de se dire les personnes ont envie de rester chez elles, les personnes ont envie d'être prises en charge de manière globale, intégrée, aidante et aimante si possible, avec un fort respect de leur vie privée. Et ben, essayons d'œuvrer en ce sens-là, et puis avec la politique des petits pas. Voilà. Merci. Monsieur Bourdelli. Oui, écoutez, sur 5 ans, je ne sais pas ce que... C'est sûr que les choses vont bouger. On voit bien qu'il y a des regroupements, d'associations, de plus en plus. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. Et puis, quand même, la volonté de l'administration centrale aussi. Donc, mais avec ça, nous, en ce qui nous concerne sur notre champ d'activité, ce qu'on voit, c'est l'évolution, le renforcement des réponses sur le parcours, ça oui, et puis la prise en compte de plus en plus, forte, même si du positionnement des familles, de l'évolution de la commande, aussi des familles, parce qu'on parle des pouvoirs publics quand même, mais il y a les usagers, et quand même, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils demandaient il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc c'est plus tout à fait les mêmes choses. Voilà. Donc effectivement, ça nécessite pour les acteurs d'être vigilants et d'accepter aussi d'évoluer, parce que ceux qui vont résister, ceux-là, à mon avis, vont souffrir. Oui. Merci. Madame Blanc. Eh bien, pour une association qui a 4 ans d'existence, à 5 ans, c'est vraiment piou. Sachant que tous les 2 ans, les choses changent énormément pour nous. Donc, j'aimerais juste que la notion d'ingénierie sociale qui nous anime et qui accompagne, à mon avis, le changement et les changements de pratiques professionnelles soit vraiment ancrée dans notre activité et que notre modèle perdure, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Cet après-midi, donc, vous avez rendez-vous dans des ateliers plus techniques où vous pourrez poser donc des questions peut-être pour regrouper, interroger, etc. Donc voilà, merci à tous en tout cas d'avoir répondu à vous.